Bonjour et bienvenue pour le premier live du MOOC Vine and Wine. Ce live du coup porte sur le premier module qui est sur la biologie de la vigne. Donc aujourd'hui on a la chance de recevoir Alain Deloire en présence, mais également Grégory Gambetta et Kees van Leuven qui sont en direct depuis Bordeaux. Pour ma part, vous me connaissez déjà puisque je suis Cécile, celle qui répond à vos questions en tout cas sur l'organisation du MOOC sur le forum. Je vais tenter aussi d'animer ce live en français que nous avons un petit peu organisé pour contenter tout le monde et dans toutes les langues. À ce propos, avant de commencer à répondre aux différentes questions, je voulais vous faire un petit récapitulatif sur les langues. Donc vous l'avez vu, toutes les vidéos ont été tournées en anglais par les professeurs qui sont intervenus. Elles sont également toutes sous-titrées en français, en anglais et en mandarin, afin que tout le monde puisse suivre. Nous avons également mis en place un PDF qui est disponible où vous pouvez retrouver tous les textes des vidéos. Et puis, il y a un lexique qui a été mis en place, un lexique collaboratif où chacun peut participer. Vous retrouverez cette ressource, donc le lien sera sur le forum dans la rubrique ressources. Et n'hésitez pas à rajouter les mots-clés qui vous semblent intéressants. Et enfin, comme je vous le disais, en plus d'avoir prévu un live en anglais, on s'est dit qu'on allait enchaîner avec un live en français pour que tout le monde puisse comprendre et poser ses questions. Libre à vous de suivre l'un, l'autre ou les deux. Bienvenue à tous donc, et voici pour la première question. Je crois qu'on peut commencer par Alain avec une question sur la floraison. On avait une question sur une baie correspond-elle à une inflorescence ou un grain de raisin, enfin une fleur va-t-elle donner un grain de raisin? Alors oui, une fleur en principe, si elle est fécondée correctement, va donner un grain de raisin, une baie de raisin. Et une inflorescence porte entre 80 et 120 baies de raisin qui sont issues de autant de fleurs fécondées normalement. Donc est-ce qu'on peut dire qu'une inflorescence, c'est la somme de toutes les petites fleurs? Une inflorescence, c'est la somme de toutes les petites fleurs qui, après fécondation, vont donner les baies de raisin. Normalement, une inflorescence porte plus de fleurs que ce qu'elle ne peut porter comme fruits. Donc il y a toujours un certain nombre de fleurs qui dépérissent sur une inflorescence, c'est normal. D'accord. Alors, une autre question sur la floraison qui dit si une floraison donne des fruits au bout de 2 ans, pourquoi les vendanges ont lieu-elles chaque année? Oui, ça c'est une question très importante. Il y a eu plusieurs questions là-dessus, donc je vais donner quelques éléments de réponse et Greg et Kees vont compléter. Il faut savoir que la récolte, la production d'une vigne en grappes de raisin se fait sur 2 saisons. La première est sur une saison, je vais partir d'une saison. Durant la saison N, sur un rameau en croissance, il va y avoir justement la différenciation des inflorescences et à partir des fleurs la production des baies qui vont assurer la récolte de cette année, de l'année en question. Et sur ce même rameau qui porte des bourgeons dilatants, dans ces bourgeons se différencient les primordia d'inflorescence qui, eux, vont porter la récolte de l'année suivante. Greg et Kees, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est très clair. Effectivement, comme tu dis, Alain, dans le processus, il y a un petit peu de pertes, mais pas mal de pertes, parce qu'en moyenne, il y a moins de 50% de fleurs qui sont effectivement transformées en baies de raisin. Mais il faut savoir donc, que la vigne a un petit peu de réserve, parce que même avec ce taux de reconversion, normalement, on a des grappes qui sont assez bien fournies. Alors de temps en temps, il peut y avoir des accidents, notamment quand les conditions climatiques pendant la floraison sont un peu perturbées, quand il fait très froid, quand il y a beaucoup de pluie, la fécondation se passe moins bien, et c'est le phénomène de coulure. Quand une proportion anormalement élevée de fleurs ne se transforme pas en baies de raisin, et là on peut avoir des grappes qui ont très peu de baies de raisin, et dans ce cas-là, ça impacte bien sûr très fortement la récolte du viticulteur. Alors ce processus de coulure, et on appelle ça en français la coulure, est aussi très fortement favorisé par la présence de certaines maladies à virus. Et donc ce problème physiologique est exacerbé sur des
des cèpes qui sont porteurs de virus, et notamment le virus du cournouet. Merci Keith pour les précisions. Alors, encore une question, Alain, sur la baie. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi la première étape de la croissance, la baie, elle est verte. Apparemment, tu as dit dans ta vidéo que c'était grâce à la chlorophylle. Et pourquoi tout d'un coup cette chlorophylle disparaît et quand? Alors oui, la pellicule de la baie contient de la chlorophylle. La baie est donc, durant la première étape de croissance, comme l'inflorescence du reste, la baie est un organe qui peut produire un petit peu de carbone, un petit peu de sucre. Et au moment de la véraison étant le début de la maturation du fruit, qui se caractérise justement par à la fois un ramollissement du fruit, mais aussi un changement de couleur, et c'est justement à partir de la véraison qu'on assiste à une dégradation de la chlorophylle dans la pellicule de la baie, et que la baie change de couleur. Alors pour les cépages rouges, parce qu'il y a production d'une molécule qu'on appelle deux molécules avec un S qu'on appelle les anthocyanes, qui colorent la pellicule de la baie en rouge. Et pour les cépages blancs, donc pour donner une information un petit peu facile à comprendre, la baie passe du vert au jaune lorsqu'on regarde l'évolution de la couleur. Donc oui, à partir de la véraison, il y a une dégradation de la chlorophylle. Et sur la production de molécules que tu viens de citer, en fait, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus en profondeur dans la suite du MOOC, pas d'impatience. Des noms un petit peu compliqués, mais oui, rassurez-vous, ça sera présenté. Ça sera présenté. Alors maintenant, des questions pour Greg, qui va nous répondre en français. Merci Greg pour ta réponse dans notre langue. Apparemment, tu dis qu'une vigne, dans la vidéo que tu présentais, qu'une vigne peut transpirer jusqu'à 50 litres d'eau par jour. On te demande qu'est-ce que tu entends par une vigne? Est-ce que c'est une baie, un rang, une parcelle? Est-ce que tu peux quantifier, s'il te plaît? Avec 50 litres de l'eau chaque jour, ça c'est une vigne, ça c'est un pied. Ça c'est un pied, en train avec un canapé plein de feuilles, une grande vigne. Mais pendant l'été, beaucoup de soleil, ça c'est dans la condition optimale, si tu veux. Mais c'est vrai que le niveau de transpiration sur la vigne, ça change en fonction de l'environnement. Et si la température basse, donc le niveau de transpiration aussi basse. Et donc, oui, c'est en fonction de l'environnement. Et donc ça dépend aussi de la disponibilité en eau du sol. Évidemment, la vigne ne peut transpirer de telle quantité d'eau que lorsqu'il y a suffisamment d'eau présente dans le sol, ou si le viticulteur en donne beaucoup par irrigation. Et sinon, en condition de sécheresse, la plante va économiser de l'eau, elle va fermer ce qu'on appelle les stomates, les pores qui sont dans les feuilles par où l'eau de transpiration passe. Donc les stomates sont fermés, et c'est un mécanisme de résistance à la sécheresse, et ça aide la plante à ne pas dessécher en condition de sécheresse. Alors on peut aussi transformer donc, ces quantités d'eau transpirées en une donnée par hectare, parce qu'on peut soit l'exprimer comme Greg l'a fait par cep, par plante, mais on peut aussi l'exprimer par hectare. Alors dans une belle journée d'été, l'équivalent de ce qu'une parcelle de vigne transpire, c'est de l'ordre de une hauteur d'eau qui correspond à 3 ou 4 mm. Alors, 1 mm d'eau, c'est 1 litre par mètre carré. Et donc, on met 10 000 mètres carrés par hectare. Ça correspond à 30 à 40 000 litres d'eau transpirés par hectare. Donc, ce sont des quantités d'eau qui sont tout à fait énormes. Il faut savoir aussi qu'un sol de vignoble est capable de stocker des quantités d'eau assez extraordinaires. Un sol viticole moyen peut stocker 200 mm d'eau, c'est-à-dire 200 litres au mètre carré. Donc si on a par exemple une parcelle de vigne avec 5000 cèpes par hectare, ça veut dire que chaque cèpe a 2 mètres carrés à sa disposition, et donc sous chaque pied, en début de l'été, quand le sol est à sa capacité maximale de rétention en eau, il peut y avoir facilement 400 litres d'eau stockée dans le sol sous chaque pied de vigne. Donc c'est un système qui est assez bien régulé, ce qui permet à la vigne d'être relativement résistante à la sécheresse. Merci à tous les deux. Et du coup, là, en fait, vous nous parlez des relations hydriques entre la plante et son environnement. Il y avait une autre question à ce sujet sur
Puisqu'on a également parlé du stress hydrique, qui des fois était nécessaire ou pas, en fonction de la période de la croissance de la vigne. Là, il demande la mise en place du stress hydrique se réalise sur combien de saisons? Je suppose qu'elle doit être adaptée en fonction de la météo de chaque saison, nous demande un participant. Oui, ça c'est vrai que le niveau de sécheresse dépend beaucoup dans la météo de moment, en fait. Mais donc, le niveau de sécheresse, c'est simplement comment est-ce que qu'est-ce que le budget de l'eau dans le sol en comparaison avec l'utilisation de l'eau par la vigne. Mais aussi, il y a les effets de sécheresse qui durent plusieurs saisons. Un exemple, c'est le perte de rendement. S'il y a une très fortement sécheresse dans cette saison, c'est pas tout le temps, mais souvent, tu vas avoir une perte de rendement de l'année ou le millésime suivant. Et donc ça, c'est un exemple des choses qui passent par plusieurs saisons. Et donc, à l'intérieur d'une même saison, alors on n'a pas trop intérêt à ce qu'il y ait un déficit hydrique ou une manque d'eau en première partie de saison, et jusqu'à 1 ou 2 semaines après la floraison, le viticulteur a tout intérêt à ce que l'offre en eau du sol soit non limitant, puisque ça permet à la vigne de mettre en place la surface foliaire, et ça permet aussi à la floraison de se passer dans de bonnes conditions, et à l'initiation des inflorescences dans les bourgeons, qui sont très sensibles au stress hydrique. Et par contre, en deuxième partie de saison, donc sous l'hémisphère nord, disons en juillet et surtout au mois d'août, quand on produit des vins rouges, ce qu'on appelle la contrainte hydrique, je préfère parler de contrainte hydrique plutôt que de stress hydrique, parce que le stress, c'est quand c'est très fort et quand c'est négatif, mais une petite manque d'eau en juillet et août, en fait, est très bénéfique, parce que ça permet à la vigne d'arrêter sa croissance, de maintenir des baies de petite taille, et donc ça oriente le métabolisme de la vigne vers la maturation du raisin, et en réalité on a des baies de raisin de meilleure qualité, plus concentrées, plus riches en composés phénoliques, plus riches en matières collantes, en anthocyanes, sur des vignes qui ont subi des déficits hydriques, donc où l'alimentation en eau était plutôt limitante. C'est un facteur de qualité qui est tout à fait important. Mais il faut que ça arrive dans la deuxième partie de la saison. Alors là, du coup, en fait, vous avez, on est revenu sur le point du module 1. Vous avez déjà eu en fait un apport effectivement par nos 3 représentants aujourd'hui, Keith, Alain et Greg. Et en plus, c'est un sujet sur lequel on va revenir dans le module 2. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions sur les relations hydriques, mais dès demain, vous aurez d'autres informations. Une nouvelle question, du coup, cette fois-ci plutôt de vocabulaire, puisque pendant cette première semaine, on a parlé de cultivar. Et la question c'était, qu'est-ce que veut dire cultivar? Et surtout, est-ce que cultivar en français et en anglais veut dire la même chose ou est-ce qu'il y a une traduction? Voilà, je ne sais pas qui veut répondre, Alain? Oui, je veux bien répondre. Donc, le cultivar, c'est le cépage en français, c'est la variété de vigne en français. Et en anglais, on parle de cultivar et de variété aussi. Par exemple, pour les cépages blancs, les grandes variétés, les grands cultivars, les grands cépages connus sont le chardonnay, on peut parler du chardonnay, du sémillon, du chenin blanc, du sauvignon blanc. Pour les cépages rouges, on peut citer les grands cépages bordelais, par exemple, comme le merlot ou le cabernet sauvignon, ou la syrah dans le Midi. Il y avait une question en fait d'un apprenant qui demandait pourquoi on ne trouve pas de grands cépages dans les vins bio. Ça, je ne comprends pas bien la question, c'est-à-dire de grands cépages. De cépages typiques peut-être dans les vins bio. Alors, je vais donner un élément de réponse et Greg et Keith peuvent compléter, mais il y a donc dans les AOC, il y a donc des vignobles qui sont cultivés en bio et bien entendu les cépages cultivés sont les cépages de ces appellations d'origine et ce sont donc les cépages, ce qu'on peut appeler alors je ne sais pas ce que c'est un grand ou un petit cépage, pour moi il n'y a pas de petit cépage,
Mais dans les vignobles en AOC, donc les gens qui choisissent d'être en bio ou en biodynamie, pourquoi pas, cultivent les cépages de l'appellation, je crois, Greg et Keith. Yeah, I mean, je pense quand on parle de bio, c'est pas une limitation de la cépage, c'est plutôt une limitation de l'environnement, de la région. Parce qu'il y a les régions où c'est plus difficile de faire les vins bio. Je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur la définition du bio. Et donc la culture biologique, c'est une culture où les viticulteurs s'affranchissent de l'utilisation de tout produit qui a comme origine la synthèse chimique. Donc le viticulteur n'utilise que des produits qui sont entre guillemets naturels. Et donc bio, ça ne veut pas dire que la vigne n'est pas traitée, mais la vigne n'est traitée qu'avec des produits qu'on trouve en tant que tels dans l'environnement, comme par exemple le soufre est autorisé, le cuivre aussi, parce qu'on considère que le soufre et le cuivre sont des produits qu'on trouve naturellement dans l'environnement. Mais effectivement, comme dit Greg, les cépages ne sont pas limités. J'avais vu aussi sur la partie questionnement en anglais, on avait posé la question pourquoi les grands crus ne sont pas en bio. Et c'est faux, il y a des grands crus qui sont en bio. Je pense que la culture bio traverse tous les cépages et tous les types de production. C'est juste une volonté du viticulteur de ne pas utiliser certains engrais chimiques, d'origine chimique, certains produits de traitement d'origine chimique, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel cépage, à n'importe quel type de production. Il y a des vins d'entrée de gamme qui sont en bio, il y a des vins très chers qui sont en bio, mais par contre, il est vrai, comme disait Greg, que la région de production est plus favorable à la culture bio, parce qu'évidemment, si on s'interdit l'utilisation de certains produits, ça veut dire que c'est un petit peu plus compliqué pour protéger la vigne contre certaines maladies, et donc sous les climats qui sont très secs, c'est plus facile parce que la pression de maladies cryptogamiques, de maladies de champignons comme le mildiou peuvent menacer la vigne. Par exemple, en Languedoc, cette pression est plus faible que par exemple en Champagne ou dans le Bordelais. Et donc, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de vignerons en biologique en Champagne ou dans le Bordelais, mais la mise en œuvre est un petit peu plus compliquée que sous des climats secs. Merci. Une question pour toi, Keith, je pense plutôt quelle est l'influence de la position du vignoble sur la maturation? Par exemple, un vignoble qui serait en fond de vallée contre un vignoble qui serait plutôt sur des coteaux. Donc il y a deux effets. Il y a un premier effet qui est très facile à comprendre, qui est l'effet de l'exposition sur l'ensoleillement. Et donc un vignoble, par exemple, exposé au sud en pente, va bénéficier de surplus d'énergie solaire par rapport à la même parcelle à plat ou exposée au nord, et donc les températures seront un petit peu plus élevées, et donc ça donne une certaine précocité, donc ça c'est très facile à raisonner. Ensuite, la position de la parcelle dans le paysage, donc l'effet de la topographie, joue aussi sur la distribution des sols dans le paysage, et ça se fait sous l'effet de l'érosion. Et en réalité, il y a toujours un petit peu d'érosion sur une pente, c'est-à-dire la terre a tendance à glisser le long de la pente du haut vers le bas. Et donc ça veut dire que la terre a tendance à s'accumuler en bas de pente et le haut de pente a tendance à s'appauvrir. Et donc on trouve des sols qui sont plus superficiels et dans un sens plus pauvres sur le milieu et sur le haut de pente que vers le bas de pente. Donc ça donne un petit peu plus de richesse aux sols qui sont en bas de pente et donc potentiellement plus de vigueur à la vigne et plus de productivité. À cela s'ajoute que l'eau a tendance aussi à aller de haut en bas, et donc les sols dans les parties basses sont souvent un petit peu plus riches en eau, ce qui peut donner des conditions d'alimentation en eau non limitantes, ce qui va aussi favoriser la vigueur et la productivité. Donc d'une manière générale, dans les vallées et dans les bas de pente, on trouve des vignes plus productives et plus vigoureuses, ce qui peut, notamment dans des climats septentrionaux et dans des conditions de température un peu fraîches, donc poser des problèmes de maturation complète du raisin. Et ce n'est pas un hasard que par exemple sur un vignoble typique en côte que constitue la côte bourguignonne et dans le département de la Côte d'Or, qu'on trouve les vignobles les plus réputés, les grands crus, souvent sur le milieu de pente ou sur le haut de pente, et des appellations plus d'entrée de gamme, et le Bourgogne générique en bas de pente où les sols sont un petit peu plus riches.
Alors on part complètement ailleurs puisque le MOOC a une portée internationale avec, on avait dit 121 nationalités représentées. Donc là, une question sur l'Amérique du Sud. Y a-t-il des pieds de vigne autochtones en Amérique du Sud? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je pense qu'on peut passer la balle à Greg et à Keith. Ça c'est la question sur les espèces. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Comment dire en Est-ce qu'il y a des français? vignes Comment dire en autochtones. français? Autochtone. 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 C'est indigenous en Oui, anglais. oui. En fait, j'ai fait un petit peu de recherche sur cette question-là et il n'y a pas les cépages autochtones de l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'espèces autochtones, je peux pratiquer ça plusieurs fois aujourd'hui, de l'Amérique du Nord et aux États-Unis, forcément. Mais la limite de la range d'espèces, c'est dans le Mexique, le sud du Mexique. Et donc, tous les cépages, toutes les variétés de vignes en Amérique du Sud, c'est les vignes qui étaient introduites par les personnes européennes. Ok. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de cépages autochtones, justement, ou indigènes. Et il y a tout un mouvement en Europe pour redécouvrir certains cépages oubliés, on va dire, qui sont dans les collections et qui permettraient peut-être d'être un peu mieux adaptés à la contrainte hydrique, de faire des vins avec des degrés d'alcool un peu moindres. Et l'INRA, donc, qui est l'Institut national de la recherche agronomique en France, a un programme très intéressant sur ce sujet. Je voulais juste évoquer ce point. Alors, parce que dans le MOOC, on a présenté beaucoup tout ce qui était innovation variétale, donc ça veut dire aussi qu'on cherche à créer des nouvelles espèces Voilà. en fonction des contraintes. Ça veut dire qu'avant de créer ces nouvelles espèces, on se tourne aussi vers le passé pour voir si elles n'existaient pas déjà par ailleurs dans nos cultures. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a deux voies. Il y a la voie qui est la voie de l'hybridation, de l'amélioration variétale, où là, par croisement successif, on essaye d'obtenir des variétés qui peuvent, par exemple, être résistantes à certaines maladies. Mais en même temps, bien sûr, tous les essais sont faits pour montrer qu'elles produisent des vins de très bonne qualité, enfin, acceptés par le consommateur. Donc ça, c'est une voie qui est en train de se développer de façon mondiale, hein. Et l'autre voie, c'est la redécouverte de variétés anciennes qui sont dans les collections un petit peu oubliées, qui peuvent présenter des caractéristiques intéressantes. D'accord. Alors, si on quitte l'Amérique du Sud et qu'on revient en France, on a une question sur reste-t-il en France des pieds de vigne non greffés? Et il y a Eric qui demande si on les appelle franges de pied. Alors, je vais passer la question je vais passer la balle à Keith et à Greg. Oui, on les appelle franges de pied, et oui, il y a quelques vignobles non greffés, en particulier dans le sud de la France, des vignobles sur sable peuvent ne pas être greffés parce que le phylloxéra n'arrive pas à se développer dans des sols sableux. Keith ou Greg? En France? Oui, donc effectivement, la vigne est greffée depuis l'invasion du vignoble par le phylloxéra. Au passage, c'est une moyenne de lutte biologique très intéressant parce que donc, il y avait le puceron qui a menacé sévèrement le vignoble français dans la deuxième moitié du 19e siècle, et on a trouvé une solution très élégante pour contourner le problème sans traiter le puceron. Donc on ne balance pas les produits de traitement, mais grâce au greffage, on arrive à vivre avec. Alors comme le phylloxéra est présent presque partout dans le monde, la très grande majorité du vignoble mondial est aujourd'hui greffé, mais il se trouve que le phylloxéra n'arrive pas à se développer dans des sols très sableux. Donc il y a quelques, entre guillemets, poches de résistance où la vigne peut être cultivée sans porte-greffe. C'est le cas notamment de quelques centaines d'hectares dans le cœur de la région de production de l'Armagnac, et aussi sur le littoral de la Méditerranée. Il y a quelques vignobles qui sont très 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 sableux où on arrive à cultiver la vigne franc de pied. Alors maintenant, il faut aussi être conscient que le porte-greffe est devenu un véritable outil d'adaptation de la vigne au type de sol. Et par exemple,
au risque de sécheresse. Et donc, même si on n'aurait pas besoin de greffer le phylloxéra, la vigne pour la préserver du phylloxéra, on aurait tout intérêt à greffer la vigne pour l'adapter aux conditions de sol. Par exemple, mettre un porte-greffe qui résiste au calcaire actif quand c'est nécessaire, qui résiste à l'acidité quand c'est nécessaire, utiliser un autre porte-greffe dans des situations où la vigne risque beaucoup de stress hydrique. Et donc, le porte-greffe est devenu un véritable outil d'adaptation de la vigne à l'environnement. Pour ajouter au plan international à ce que vient de dire Keith, juste pour mentionner qu'en Australie, par exemple, dans la région du New South Wales, la Nouvelle-Galles du Sud et dans la région d'Adélaïde, les vignobles ne sont pas encore greffés ou ne sont pas greffés parce qu'ils ont la chance de ne pas avoir de phylloxéra. Ça peut arriver un jour, je ne leur souhaite pas. Alors qu'en Australie, dans l'état du phylloxéra, il y a eu contamination par le phylloxéra et là, ils ont été obligés de greffer. Donc il y a encore, comme disait Keith, des poches de résistance à l'international, notamment en Australie et au Chili. Aussi Amérique du Sud. Amérique du Sud aussi. Ok, alors on a juste le temps de prendre une dernière question, il y en a trop. Alors on revient au début, à quel moment de l'année les bourgeons en dormance sont les plus fragiles? Et est-ce que du coup les conditions climatiques peuvent impacter la production de l'année en cours et même de la suivante sur les bourgeons en dormance? Alors on peut peut-être ici rappeler ce qu'est la dormance. Donc la dormance, c'est la capacité d'un bourgeon, je dirais, à ne pas se développer pour des raisons d'équilibre hormonaux très complexes. Donc pour que le bourgeon se développe, il lui faut durant l'hiver une certaine somme de température froide. Une fois que cette somme de température froide a été satisfaite, les bourgeons de la vigne sont prêts à se développer. Lorsqu'au printemps, les sommes de température chaude maintenant sont suffisantes pour autoriser ce développement et la croissance des bourgeons. Donc lorsque les hivers sont doux, le problème peut être qu'il n'y a pas suffisamment de ces sommes de température froide. Et à ce moment-là, cela occasionne donc une hétérogénéité de débourrement ou un retard de débourrement au printemps suivant. Qui c'est, Greg, vous voulez ajouter sur la dormance quelques En 30 secondes. Non, c'est bon pour vous? Alors, il était cool. Super. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions des apprenants. Merci à tout le monde d'avoir posé vos questions. On n'a plus qu'à se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour le live du module 2. Donc ça sera plutôt sur la viticulture. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.